pas les visages lorsqu'on parle d'annuité, de décote, de révision. Ce sont le mois dernier qu'il
en échec ce projet. Nous allons, nous, à l'Assemblée nationale, faire tout pour que ce texte ne soit pas adopté. Vous pouvez compter sur nous. J'y retourne. Merci Gabriel. Et maintenant, on va continuer cette soirée avec quelques témoignages. On va accueillir plusieurs personnes pour justement qu'ils nous fassent part de leur expérience. Tout d'abord, je vais demander à un étudiant, militant politique, de me rejoindre. Je vous demande d'applaudir Constantin Bachet. Bonjour à toutes et tous les camarades. Je vais vous parler un peu rapidement du rapport de la jeunesse avec cette réforme des retraites. La jeunesse, elle est mobilisée sur ce texte. Vous avez pu le voir, globalement, il y a deux raisons principales à ça. La première, c'est une précarité étudiante. Je parlais beaucoup de la jeunesse étudiante, c'est mon domaine malheureusement. Donc cette jeunesse, elle vit une précarité très forte. Je pense à, par exemple, les queues qu'on a vues dans les files alimentaires. Et c'est une précarité qui va exploser. Il y a une réforme de l'allocation des bourses qui va avoir lieu. Et il y a encore hier à l'Assemblée nationale un texte de la niche parlementaire du Parti socialiste qui proposait le retour du repas Crous à 1 € pour toutes et tous. Eh bien non, la droite et la majorité présidentielle ont mis en échec ce texte. Il y a évidemment aussi depuis plus de 5 ans des réformes qui visent à augmenter la sélection à l'université. Je pense en 2018 à Parcoursup, je pense en 2019 à la loi ORE. Je pense bien évidemment en 2022 à la mise en place du Parcoursup des masters. Je pense évidemment à la réforme des lycées professionnels qui va intervenir. Et face à ces attaques, la jeunesse, elle est mobilisée quand même. Et elle se mobilise de plus en plus. Il y a de plus en plus de facs et de lycées qui sont bloqués. Moi, j'ai en tête Sciences Po Lyon qui a bloqué sur les 2 dernières dates de mobilisation avec des camarades, notamment de la France Insoumise, qui ont participé au blocage. Moi, j'ai en tête aussi cette Assemblée Générale à Rennes 2 qui a réuni plus de 800 personnes pour s'opposer à la réforme des retraites. Donc la jeunesse, elle se mobilise. Parce qu'elle a compris une chose, c'est que cette réforme est une réforme de classe. C'est une réforme d'une classe, celle là-haut, la grande bourgeoisie, qui impactera nous, le prolétariat, qui va faire de notre jeunesse, de notre camp social, de la chair à canon patronale. Et ça se résume tout entier dans une phrase du rapport sur l'alternance de l'université de Lyon 2 qui nous dit que l'alternance à Lyon 2 permet au patronat, permet à l'université d'offrir au patronat une main-d'œuvre qualifiée à coût modéré. Et ce même argument, on le retrouve quand la majorité présidentielle nous défend la réforme des lycées professionnels. Et pour notre camp social, nous allons nous mobiliser. Parce qu'il y a une chose qui est importante, c'est que pour notre classe, il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative que la mobilisation pour mettre en échec ce cycle perpétuel d'attaques contre nos conquis sociaux et lancer enfin le retour d'une dynamique pour aller gagner de nouveaux conquis sociaux. Merci beaucoup, Constantin. Et nous allons donc maintenant accueillir le témoignage de Charlène Serventon, qui est militante dans différents collectifs pour le droit des femmes, et entre autres collectif Droit des femmes 69, Nous toutes Rhône, et aussi les arpenteuses urbaines. Merci d'être là. Bonjour à toutes et à tous. Je vous demanderai un petit peu d'indulgence, c'est une première pour moi. On nous parle de réformes justes, notamment pour les femmes. Or, clairement, ce n'est pas le cas. Je pense que je ne vais pas vous abreuver de chiffres parce que vous êtes déjà un public conquis. Mais quand même rappeler qu'il y a une étude d'impact qui a été menée en parallèle de la réforme et qui montre les inégalités, notamment que les femmes devront travailler 7 mois de plus contre 5 mois pour les hommes et 9 mois de plus pour une femme née en 72, soit 4 mois de plus que les hommes. Ensuite, cette réforme, pourquoi elle laisse pour compte les femmes? Tout simplement parce qu'elle ne prend pas en compte la précarité des emplois, les carrières courtes, et malheureusement, ce sont encore les femmes
qui sont victimes de ces carrières courtes, puisque c'est elles qui ont la charge de s'occuper des enfants, c'est elles aussi qui ont la charge à partir d'un certain âge d'être parents aidants, de s'occuper de ses parents, de la famille. Et effectivement, c'est tout un système. En fait, c'est tout un système puisqu'il n'y a rien qui est mis en place pour aider les femmes, que ce soit en matière de place dans les crèches, de garde des enfants. Donc c'est tout ça qu'il faut combattre au-delà de cette réforme pour les retraites. Ensuite, il est important de montrer que la pénibilité, elle est reconnue que dans un sens, c'est-à-dire qu'elle est reconnue via un biais sexiste. On va parler de pénibilité surtout quand on va avoir des hommes manier des marteaux-piqueurs. Or, les femmes, c'est pas reconnu la pénibilité des femmes au travail, et ça, c'est essentiel. Ce qui compte aussi, la précarité en fin de carrière. Aujourd'hui, 20% des femmes travaillent déjà jusqu'à 67 ans pour éviter la décote. Et personnellement, j'ai pu accompagner des femmes qui aujourd'hui sont âgées de, entre 67 et 69 ans et qui cherchent du travail, qui travaillent notamment des travails pénibles puisque c'est l'accompagnement, tout ce qui est aide à domicile, tout ce qui n'est pas reconnu comme de la pénibilité. Donc cela va faire que accroître puisque les différentes réformes de retraite qui ont été mises en place n'ont fait qu'augmenter le taux de précarité des femmes. Et aujourd'hui, 37% des femmes retraitées touchent moins de 1 000 € de pension de retraite, soit 909 € net, ce qui fait pas beaucoup pour vivre. Donc du coup, le collectif Droits des femmes, je voulais vous rappeler juste que ce collectif Droits des femmes 69 s'engage vraiment dans la lutte contre la réforme, puisqu'elles sont présentes à toutes les manifestations. Nous organisons aussi des assemblées générales retraite féministes à la fin de chaque manifestation à la Bourse du Travail, et je vous invite évidemment tous et toutes à venir y participer afin d'échanger des idées et de continuer le combat contre cette réforme qui n'est pas juste. Je vous remercie de votre attention. Merci Charlène pour cet éclairage sur l'impact pour les femmes du coup de cette réforme. Je vais maintenant appeler donc Jérôme Battion, qui est membre du bureau de l'Union départementale de la CGT du Rhône, pour le dernier des témoignages de ce soir. Bonsoir à tous. Il y aurait tellement de choses à dire, alors je vais essayer de ne pas être trop long, mais revenir sur quelques éléments, parce que sur ce qu'on vit en ce moment, on est quand même dans un conflit majeur sur le champ syndical, sur le champ social, qu'on n'a pas connu depuis très longtemps. On a connu depuis les 3 dates de mobilisation de retraite du 19 janvier, du 31 et du 7 février, des participations aux manifestations qu'on n'avait pas connues à Lyon depuis des années, voire pour certains des décennies. Des taux de grévistes qui sont souvent majoritaires, qui dépassent les 50% dans des entreprises du privé comme du public. Donc on est, alors moi excusez-moi, je suis un peu fatigué, mais en ce moment on est vraiment au niveau de la CGT, on est au taquet quoi. Donc je voulais aussi, voilà, ce mouvement il est très très intéressant parce qu'on voit des salariés Il est intéressant à plusieurs titres parce qu'on voit les travailleurs, les salariés qui manifestent pour la première fois, qui font leurs premières heures de grève. On voit des cortèges très importants dans des villes de province, d'ailleurs plus que dans les métropoles. Ça, au niveau de la CGT, ça a été constaté un peu de partout. Je peux juste citer les 3700 manifestants à Villefranche le 31 janvier. C'est quelque chose qui... Par rapport aux 38 000 sur Lyon, voilà, c'est vraiment très important. Et on a même eu des manifestations à Tarare, à Saint-Symphorien-sur-Coise, si je reste que sur le département. Ça a été dit par l'intervenant, donc au niveau beaucoup de jeunes aussi. Malgré les injonctions qui avaient été faites par le gouvernement
en disant vous êtes jeune, vous n'allez pas vous soucier de votre retraite, vous devez vous soucier de travailler, vous devez penser à votre vie professionnelle, la retraite c'est pour plus tard. Et donc on voit quand même beaucoup d'étudiants, on voit beaucoup de jeunes travailleurs, de jeunes syndiqués. La CGT a fait pas mal d'adhésions depuis le début. Alors je parle pour la CGT, mais je crois que c'est un peu général. Je pourrais parler pour l'intersyndicale. On a de nombreux jeunes travailleurs qui ont adhéré depuis le début d'année suite à ce conflit. Donc on s'en félicite. Après, on a la mobilisation aussi. Elle a une autre caractéristique aussi, c'est d'être unitaire. Elle rassemble 12 organisations syndicales sur le Rhône, avec plusieurs générations de militants. Et donc voilà, on sollicite sur la mobilisation. Après, sur le fond, vraiment sur les propositions, je vais accélérer, on me fait signe. Voilà, nous, la CGT, on pense qu'il y a un tabou en France, en tout cas dans les médias et pour beaucoup, pas ici, je pense, j'espère en tout cas, mais sur les cotisations. Parce qu'on considère quand il y a déficit, on parle toujours baisse de prestations, on ne parle jamais de hausse de cotisations. Et pour la CGT, nous on pense que s'il y a déficit, on doit jouer sur les cotisations, sur le niveau de cotisation. Et pour cela, il y a plusieurs problèmes, des actions très simples. La première, c'est créer des emplois. Quand on voit que 100 000 emplois dans la fonction publique hospitalière de soignants, qui pourraient au passage répondre aussi à la crise que connaît la santé en ce moment, c'est 1,5 milliard d'euros de plus pour les retraites. 100 000 emplois dans le privé au salaire médian, c'est 800 millions de plus aussi. Si on rajoute ça à la revendication qui est la nôtre des 32 heures par semaine, on pourrait penser qu'il pourrait être aussi générateur de milliers d'emplois. On aurait des sources de cotisation qui augmenteraient. Augmenter les salaires, 1% de la masse salariale brute en plus, c'est 1,8 milliard d'euros. Que 1%, je parle. Je sais pas, quand on a l'égalité salariale entre les femmes et les hommes aussi, là aussi, les chiffres varient, mais c'est plusieurs millions d'euros, voire plusieurs milliards. Si on met sous cotisation toutes les primes diverses et variées qu'on a en fin d'année, là aussi, c'est encore des millions d'euros. Donc les solutions ne manquent pas. Pour un déficit en plus qui est temporaire dans le temps, parce qu'à l'horizon 2040-2050, on n'aurait plus rien, et qui est sur des calculs estimatifs de 2030 pour 13 milliards d'euros. Il faut quand même se rappeler aussi qu'on prend un peu les gens pour des bêtas, 13 milliards d'euros sur 380 milliards d'euros de budget pour les retraites. Donc on est quand même sur des positions, en sachant qu'on est en 2022, on est excédentaire de 3 milliards. Ça, on ne le dit pas trop non plus, quoi. Donc à un moment, je ne vais pas revenir, on est un peu convaincu quand même, cette loi, elle est vraiment injuste, infondée, non motivée. Elle a qu'un seul but, en fait, je pense qu'il faut le dire clairement, c'est d'affaiblir notre système de retraite par répartition pour faire le lit de la retraite par capitalisation. Et là-dessus, je pense qu'il faut aussi être assez clair là-dessus. Au lieu de sauver, ils vont tuer, quoi. Et là-dessus, je pourrais pas être bien plus long. J'aurais encore tellement de choses à dire, et puis voilà, pour la CGT, on est quand même pour aussi, on ne satisfait pas de la situation actuelle. De toute façon, on est pour une retraite à 60 ans à taux plein, avec prise en compte de la pénibilité, avec par un départ anticipé et une prise en compte des années d'études. Donc nous, la loi actuelle, on ne satisfait pas non plus. Je tiens à le dire aussi quand même. Voilà. Merci à tous, et puis je peux vous donner rendez-vous demain à la manifestation, parce que pour gagner, en tout cas, on pense qu'il faut multiplier les grèves, généraliser la grève, mais dans un premier temps, déjà, être présent à la manifestation demain le samedi, ça peut donner aussi, pour ceux qui hésitent, l'occasion de discuter avec d'autres travailleurs pour la semaine prochaine se mettre en grève jeudi, et en plus on termine ici à côté, au TMP, devant le Palais du Travail et la mairie, donc rendez-vous demain, 14h, au Breton. Merci. Merci beaucoup pour cette intervention, ce témoignage. Et donc maintenant, je vais demander à 5 personnes de me rejoindre par ici. Donc tout d'abord à Rach Saïdi, qui est coordinateur national de génération et conseiller régional des Pays de la Loire. Je vais aussi demander à Eliane Assassi de me rejoindre en tant que sénatrice de Seine-Saint-Denis, présidente du groupe communiste, républicain citoyen et écologiste.
Également Marie-Charlotte Garin, qui est députée de la 3e circonscription du Rhône, chez EELV, et qui est aussi vice-présidente de la délégation aux droits des femmes. Manon Aubry, députée européenne de la France Insoumise et coprésidente du groupe de la gauche au Parlement européen. Et enfin Olivier Faure, qui est premier secrétaire du Parti socialiste. Et donc maintenant que nous avons nos 5 intervenants sur scène, je vais laisser la parole au début du coup à vous, à Raj Saidi, et soit vous êtes assis, soit vous êtes sur le pupitre, comme vous préférez. Et ensuite, je vous laisse transmettre la parole du coup à la personne suivante. Merci à tous. Merci. Merci pour ton accueil, Cédric. Très belle ville que je découvre pour ma part, mais je reviendrai, je pense. Chers amis, très chers camarades, c'est un immense plaisir de nous retrouver tous unis ce soir à Villeurbanne. Je vous dis ça vraiment du fond du cœur, parce que je vais vous le dire, je vais le répéter, je vais le répéter, mais cette unité, elle est vraiment importante. Et demain, à nouveau, on se retrouvera dans cette mobilisation sociale, parce qu'à la fin, on va gagner. Cette unité qu'on a retrouvée, alors, ça a pu arriver qu'elle nous fasse défaut ces derniers temps, et maintenant qu'on l'a retrouvée, elle nous a permis, il y a 6 mois, de gagner 150 députés qui mènent la bataille aujourd'hui à l'Assemblée contre cette réforme des retraites. Cette unité, c'est aussi elle qui nous a permis, là, il y a 10-15 jours, de gagner des députés supplémentaires lors de partiels, parce qu'on a su la préserver, on a su aller à nouveau au combat électoral uni, et on a gagné un député supplémentaire en Charente. Cette force, c'est elle qui va venir appuyer une unité syndicale historique, qui est à l'origine des manifestations que nous vivons en ce moment, et de cette mobilisation sociale la plus importante depuis 1995. Oui. Qu'on prenne les chiffres de la préfecture, de la presse ou des manifestants, c'est la plus importante depuis 1995. Et je voudrais d'ailleurs remercier les milliers de militants syndicaux qui se battent au quotidien pour les droits des travailleurs. Et également ces centaines de milliers, voire des millions de grévistes et de manifestants, parce qu'on sait tous que abandonner en ce moment une journée de salaire pour aller se battre pour les droits de chacun, c'est pas toujours facile, et je pense que vous pouvez vraiment les applaudir très fort. Alors ce gouvernement, on va le faire reculer, parce que nous n'en voulons pas de leur régression sociale. Et cette unité, il faudra qu'on la préserve ensuite, parce qu'une fois qu'on aura gagné la bataille des retraites, il faudra qu'on aille vers de nouvelles victoires électorales. Nous ne pouvons pas laisser notre destin entre les mains de gens qui refusent de voter le repas à 1 € pour tous les étudiants. Et alors, comble du cynisme, certains d'entre eux avaient pour argument de dire que c'était quand même pas très juste de faire le repas pour tous les étudiants, parce que peut-être dans le lot, il y avait 1 ou 2 étudiants aisés qui allaient pouvoir en bénéficier. Mesdames et messieurs, ce sont les mêmes gens qui ont supprimé l'ISF il n'y a pas si longtemps. Alors je ne vais pas vous attarder à vous expliquer pourquoi cette réforme elle est injuste, inefficace, inutile, injustifiée. Le gouvernement le fait très bien lui-même. À chaque fois qu'il parle, on prend quelques points de plus dans les opposants à la réforme. Et même eux, on a l'impression qu'ils ne croient plus dans leurs arguments. Vous avez commencé par nous expliquer que bon, la pénibilité, c'était pas très important parce qu'il y avait les exosquelettes, ils ont mis de côté, qu'il y aurait une retraite à 1 200 € pour toutes et tous. En fait, après, ils ont dit non, alors c'est peut-être pas pour tout le monde, c'est peut-être que pour certains. Que la réforme, elle n'était pas injuste pour les femmes, mais finalement qu'elle allait un peu les pénaliser quand même.
Et aujourd'hui, leurs nouveaux éléments de langage, c'est plus du tout les arguments pour justifier la réforme, c'est juste de dire « soyez responsables, ne bloquez pas le pays demain ». Alors moi je vous demande, mais qui bloque ce pays depuis 5 ans? Qui a cassé l'hôpital? Qui a cassé l'école? Qui a cassé le rail? Qui a continué à fermer des lits d'hôpitaux après la crise du Covid? Qui a fait fuir les personnels hospitaliers en donnant une prime à 40% des personnels après la crise Covid? Un directeur d'hôpital devait dire, allez ok, je prends 40% des gens, je leur donne une prime qui était ridicule par ailleurs, et les 60 autres, ben non, vous ne l'avez pas mérité, la prime, vous avez traversé la crise Covid, mais c'était pas si dur que ça, donc vous n'avez pas la toucher. Les irresponsables, ce sont eux, c'est pas nous. Le pays, il est bloqué à cause d'eux. Et le monde du travail, ces modestes employés des premiers, on les a appelés première ligne, seconde ligne, ils vont inventer la troisième bientôt, mais ce sont ces gens-là qui se lèvent tôt, qui ont permis au pays de tenir bon pendant cette crise. Et c'est à ces gens-là, pour les remercier, qu'on va dire, bah écoutez, ça a été bien sympa ce que vous avez fait pendant la crise Covid, pour vous récompenser, on va vous demander de travailler 2 ans de plus en fin de carrière. Donc voilà, le quoi qu'il en coûte, c'était pour certains, et puis bah pour les autres, ce sera les 2 ans de plus à travailler en fin de carrière, hein, parce que bon. Alors je ne veux pas non plus vous assommer de chiffres, mais enfin quand même. 1/4 d'indemnisation en moins pour les chômeurs, 4,5% de plus sur les autoroutes, 15% pour l'électricité. Bernard Arnault qui va être moins taxé qu'un couple qui gagne 10 000 € par mois. Alors 10 000 c'est pas mal, hein, mais Bernard Arnault il est très au-dessus. 10, 14, 20 milliards, 80 milliards, on en perd la tête, sont les bénéfices records cette année de la BNP, de LVMH, de Total et du CAC 40. Et nous, pendant ce temps-là, on a quoi? La hausse des prix, l'allongement du temps de travail, et eux, ils ont donc l'inflation des dividendes. Parce que l'inflation, elle est pour nos prix, mais aussi pour leurs dividendes. Je vous dis ça parce que cette réforme, cette loi, on ne peut pas l'extraire de son contexte. Parce qu'elle arrive donc dans cette période où on a subi pendant 2-3 ans les restrictions Covid. On pensait s'en être sorti, on se retrouve avec une guerre qui provoque de l'inflation, du stress, et on a le contexte déjà qu'il y avait avant, en début de quinquennat, une pauvreté grandissante, de plus en plus de sans-domicile, des inégalités croissantes et la casse des services publics. Et puis je n'oublie pas Parcoursup. Parce que quand même, quel est le message qu'on adresse à nos jeunes aujourd'hui? On leur dit, tu vas subir le parcours du combattant pour faire tes études, et puis ensuite, une fois que tu auras réussi, si tu arrives à passer à travers les fourches codines de Parcoursup, tu vas devoir travailler jusqu'à, alors là c'est 64, mais d'ici à ce qu'ils arrivent à la retraite, je pense qu'ils auront atteint 70, voire 72 ans. Donc ces jeunes, c'est quoi la perspective qu'on leur donne? Alors nous, en face de ça, on a toute une perspective à reconstruire, toute une société à reconstruire pour donner des perspectives à ces jeunes. Et c'est pour ça que notre unité elle est primordiale et qu'on y tient. Unis, nous sommes forts dans la rue, et unis, nous serons victorieux demain dans les urnes. Et c'est ça qui compte. Parce que des solutions, on en a plein. Je suis sûr que vous allez en parler tout à l'heure, mais dans vos amendements à l'Assemblée nationale, vous proposez plein de sources de financement autres que de devoir prolonger de 2 ans. On peut très bien imaginer un impôt plus progressif, une taxation des super-profits. Pourquoi pas lutter contre l'évasion fiscale, on ne sait jamais. Voire taxer 42 milliardaires qui à eux seuls gagnent autant que 25 millions de Français, je crois. Et puis pourquoi pas des solutions innovantes comme une taxe robot sur les caisses automatiques qui permettrait d'alimenter nos caisses de sécurité sociale. Et nous devons gagner. Nous devons gagner parce que nous devons absolument pouvoir répondre aux aspirations de nos concitoyens. Ce qu'ils veulent, c'est de l'égalité, c'est du renforcement des services publics qui sont notre patrimoine à tous. C'est remettre de la justice sociale au cœur de l'action publique et prendre soin de nos aînés et de notre jeunesse. Alors oui, nous allons aussi répondre à cette génération climat, dont l'angoisse principale, ça n'est pas de savoir si on va faire 1/4 de point de déficit en plus par-ci par-là, une année sur 2.
mais leur stress à eux, c'est de savoir à partir de combien de degrés de réchauffement nos dirigeants vont se dire il y a peut-être une urgence et on va peut-être devoir se bouger pour répondre à leurs attentes. Parce que cette génération, ces jeunes d'aujourd'hui à qui on fait subir, on va faire subir encore sans doute, si nous ne gagnons pas, plein d'autres réformes retraite. Ce qu'elle veut, c'est pas polluer plus, travailler plus, produire plus, elle veut vivre mieux, travailler mieux et partager. Alors aujourd'hui, l'enjeu ne concerne pas que nos retraites, vous l'aurez compris. Après cette bataille-là, il faudra gagner la suivante, celle d'offrir l'alternative d'un futur désirable que nous devons rendre possible face à la violence sociale du monde de Macron. Notre combat, c'est celui d'une société apaisée, de partage des richesses et du travail qui fait de l'enjeu climatique une priorité. Alors, chers amis, chers camarades, soyons à la hauteur du défi, chérissons notre unité, parce que nous n'avons pas le choix, nous ne pouvons pas vous décevoir. Résistons dans la rue demain et gagnons dans les urnes après-demain. Je vous demande d'applaudir très fort Eliane Assassi. Merci tout d'abord à Cédric, le maire de Villeurbanne, de nous accueillir ce soir dans sa ville, qui apparemment est une très belle ville. Et puis merci à vous, chers amis, d'être aussi nombreux ce soir. Avant de me pencher sur le fond de cette réforme des retraites, j'aimerais quand même m'attarder un peu sur la forme, qui, comme chacun le sait ici, rejoint le fond. M'attarder sur la forme d'une démocratie qui est anesthésiée au nom de la fameuse responsabilité et de l'obsession de ceux qui nous gouvernent pour une réforme qui repose exclusivement sur le monde du travail. Tout le monde ici a en mémoire la dizaine de 49.3 dégainés par le gouvernement à l'Assemblée nationale pour faire passer en force et budget le projet de loi de financement de la sécurité sociale et le budget pour l'année 2023, dont les contenus et les choix sont bien éloignés de la justice sociale et fiscale que nous défendons. Au Sénat, le simulacre de démocratie s'est joué entre la droite sénatoriale, qui est majoritaire, et le gouvernement, pour finalement peu de résultats. Malgré le contexte de crise économique ambiant, aucune mesure de répartition plus juste des richesses n'a été acceptée. Refus de taxer les superprofits, alors même que les entreprises du CAC 40 ont battu des records et ont distribué plus de 80 milliards à leurs actionnaires en 2020. Et Total vient d'annoncer des bénéfices records de 19,5 milliards pour 2022. Un pognon de dingue, comme dirait l'autre. Dans le même temps, comme dirait encore l'autre, on nous parle d'un déficit abyssal des retraites à l'horizon 2030. Mais franchement, soyons sérieux. Le corps le dit, le Conseil d'orientation des retraites, le dit bien, je cite, « Notre système n'est pas menacé et un retour à l'équilibre est possible sans recourir à une réforme. » Donc nous sommes bien là, au cœur d'un système, au cœur d'une idéologie, d'un projet politique qui, je ne vous l'apprends pas, est celui de l'argent pour l'argent, du capital qui se défend, d'une logique prédatrice pour le peuple et le monde du travail. La méthode qui a été employée pour l'examen de la réforme des retraites est, je vous le dis fortement, pernicieuse, malhonnête, car en choisissant de l'inscrire dans un texte financier, alors que nous sommes là devant une réforme structurelle, le gouvernement s'offre en fait deux cadeaux. Le 49.3 et le fameux article 47-1 de la Constitution qui a fait irruption dans le débat public, alors qu'entre nous soit dit, jusque présent, il était plutôt resté confidentiel. C'est très habile de la part du gouvernement, c'est pour ça que je dis que c'est pernicieux. Car ce gouvernement qui va se permettre de se laisser du temps, et de laisser donc du temps couler, et pour que le texte passe. Ou sinon, je vous l'ai dit, il a deux portes de sortie, sinon, c'est pas grave,
il pourra toujours dégainer encore une fois le 49.3. Alors sur la forme, c'est peut-être malicieux, mais c'est surtout dangereux démocratiquement, car le gouvernement, sous couvert de rectification du budget de la Sécu, fait passer une réforme, donc je l'ai dit, structurelle, bien éloignée de l'objet de ce type de texte. Ce musellement du débat parlementaire constitue non seulement un risque pour l'équilibre des pouvoirs, mais il porte atteinte à la confiance dans le politique qui se dégrade de jour en jour aux yeux de l'opinion publique, et cela ne peut faire que le jeu de l'extrême droite. Donc, démocratiquement, ce qui se passe aujourd'hui à l'Assemblée nationale et ce qui se passera sans doute demain au Sénat est démocratiquement donc très, très, très grave. Néanmoins, mes chers amis, je pense qu'il ne faut pas tomber dans le défaitisme. Au contraire, restons à l'offensive. La mobilisation qui monte contre cette réforme des retraites, et celle de demain, je pense, ne me démentira pas, je parle de la mobilisation, est prometteuse d'un mouvement qui ne lâchera rien jusqu'à la victoire, jusqu'au rejet de ce texte, qui, quelle que soit l'issue des débats au Parlement, ne sera pas légitime tant qu'il est marqué par des motifs d'inconstitutionnalité. Et pour ce faire, les groupes de la gauche et écologistes que nous sommes, aussi bien à l'Assemblée nationale avec la NUPS qu'au Sénat, je dois vous dire que nous avons encore quelques cartouches dans nos poches, quelques leviers pour exiger et pour réussir à retirer ce projet de réforme des retraites. Nous utiliserons tous les leviers qui sont à notre disposition avec la force, accompagnée par la force des mobilisations populaires et du monde du travail. Et je crois qu'à l'instant, nous pouvons saluons tous ce soir l'acharnement des députés de la NUPES pour exiger le retrait de cette réforme et pour porter des propositions alternatives. Comme elle et comme eux, au Sénat, et c'est la présidente du groupe communiste qui vous parle, au Sénat, nous utiliserons à la fois face au gouvernement et face à la droite qui est majoritaire, là aussi tous les leviers possibles qui existent. Et je dois vous dire que contrairement à l'Assemblée nationale, nous siégerons également les week-ends, les nuits, le jour et les 2 week-ends complets. Comment ? On est aussi volontaires ceux qui ne veulent pas. Mais on utilisera là encore tous les moyens qui sont à notre disposition et croyez bien, c'est le président Larcher du Sénat d'ailleurs qui le dit, le groupe communiste au Sénat c'est une meute, on n'arrive pas à les faire taire et donc je crois qu'on aura encore les moyens de s'exprimer fortement pour exiger le retrait de cette. J'en viens maintenant rapidement au fond, parce qu'on va me montrer un peu, d'ici peu de temps, la petite pancarte, là. J'en viens maintenant au fond. Cette réforme des retraites, donc, qui répond aux exigences de Bruxelles, il faut quand même le rappeler, est inacceptable, et pour plusieurs raisons. Et donc, elles ont été largement évoquées ces dernières semaines. Je n'y reviens pas. De nombreux arguments très valables permettent d'en démontrer les risques. Je m'attarderai ce soir sur quelques aspects simplement. Tout d'abord, le débat parlementaire n'est pas seulement escamoté, juridiquement, constitutionnellement, il est tronqué à coups de mensonges et de contre-vérités. Et contrairement à ce que prônent nos gouvernants et le patronat, il y a d'autres choix possibles, il y a des alternatives. Et le corps a encore largement décrit les autres possibilités, les autres raisons pour lesquelles nous n'avons pas besoin aujourd'hui de cette réforme. Et par exemple, en créant 5 millions d'emplois, on obtiendrait assez d'argent pour augmenter les salaires, prélever davantage des cotisations et aussi financer les 100 milliards de dépenses supplémentaires que nécessiterait une réforme des retraites juste et digne de notre siècle. Autre élément important dans ce débat, c'est le fait des inégalités salariales hommes-femmes. Charlène en a parlé tout à l'heure, donc je n'y reviens pas, mais c'est un sujet très important. Par ailleurs, le texte pose aussi la question des seniors. Et avec cette réforme, notre système de retraite français perdrait sa caractéristique, c'est-à-dire fournir aux retraités un niveau de vie égal à celui des actifs. Les retraités seraient de nouveau la partie pauvre de la population,
Ainsi, la question n'est pas celle du léger déficit du système de retraite, mais celle de l'acceptation ou non de la paupérisation progressive, des retraités. J'ajoute pour terminer sur ce point que, comme d'autres forces politiques de gauche, le Parti communiste français propose un droit à la retraite à 60 ans avec une pension à taux plein garantie pour une carrière complète allant de 18 à 60 ans. C'est tout à fait possible en faisant davantage contribuer les entreprises, en augmentant les cotisations patronales, en imposant l'égalité salariale. Voici quelques pistes parmi bien d'autres. Enfin, disons-le haut et fort, en fait, cette réforme attaque toute la société. Elle ne fera pratiquement que des perdants. La raison est qu'il s'agit de l'idéologie purement libérale et productiviste de la conception qui est faite de la retraite, et donc par conséquent aussi du travail. Et vous le savez, le travail, c'est bien évidemment le lieu où on s'accomplit, où on crée du lien social, mais ce n'est pas pour autant l'alpha et l'oméga de la vie. La vie, c'est travailler, se cultiver, rencontrer, être libre, de faire ce que l'on veut, contribuer à notre épanouissement personnel. Donc vouloir faire travailler les gens plus longtemps pose non seulement la question du travail des seniors, quand même alors que l'on sait que leur employabilité diminue avec l'âge et alors même que le taux de chômage des plus jeunes explose. Donc vouloir les faire travailler plus longtemps, c'est un non-sens philosophique et social profond. Je vais terminer mon propos pour saluer la séquence dans laquelle nous sommes. C'est une séquence inédite, grâce à la force, à la ténacité de l'unité syndicale, au rassemblement de la gauche et des écologistes, et grâce aussi, et bien évidemment, à la mobilisation citoyenne. Ce sont des pépites précieuses, et des pépites porteuses d'espoir pour gagner le retrait de cette réforme qui n'a pas, je le rappelle, de majorité populaire. Alors, chers amis, continuons avec la passion de l'égalité, avec de la solidarité, qui ont parcouru toutes les manifestations de ces dernières semaines. Restons unis, nous sommes unis, restons unis, soyons encore plus nombreux pour relever ce défi du retrait de cette réforme. Et comme je me plais souvent à le dire parce que j'adore ce proverbe africain, donc je vous le livre, seul on va plus vite, ensemble on va plus loin. Alors allons-y ensemble avec confiance et détermination. Et je passe maintenant la parole à Marie-Charlotte Garin, députée de Lyon. Bonsoir. Vous êtes beaux et vous êtes nombreux. Je ne peux pas vous dire le plaisir immense que c'est. C'est mon 3e meeting contre la réforme des retraites. Mais après cette semaine, après ces temps passés à l'Assemblée, les fesses vissées sur nos sièges à lutter, le plaisir immense que c'est de rentrer à la maison et d'être avec vous ce soir. Donc un grand merci à vous tous qui êtes là. Merci à toi, Cédric, pour ton accueil. Merci à mes collègues qui sont venus jusqu'ici, parce que moi j'ai la chance d'être la locale de l'étape. Merci à toutes les forces politiques qui se sont impliquées dans l'organisation de ce meeting. Je sais que ça a été beaucoup d'organisation, beaucoup de coordos, etc. Donc je crois que vous pouvez les applaudir. Et évidemment, un merci tout spécifique à tous les bénévoles. Je pense à Benoît, je pense à Mila, je pense à Titouan, je pense à Morgane, je pense à Yves, je pense à tout le monde. Je pense à ceux aussi qui n'ont pas la chance d'être bénévoles dans la salle et qui doivent attendre sagement dans les locaux extérieurs. Donc je crois qu'eux aussi, on peut les applaudir très très fort parce que les meetings sans les bénévoles, ça n'existe pas. Et vous êtes tellement nombreux que ça me rappelle les manifs, là, les belles manifs qu'on a vécues ces dernières semaines. Et je crois que, je sais pas vous, mais moi, de nous voir si nombreux, ça m'a donné un espoir, mais un espoir fou. Parce que tout le monde faisait le pari de votre résignation, de notre résignation, et on montre qu'on est là, et qu'on répond, et qu'on est mobilisé. Et je crois que finalement, cette réponse, c'est une réponse à un gouvernement qui est brutal. Et pas seulement avec la réforme. Ça fait 5 ans
qu'on a un gouvernement brutal. On a un gouvernement brutal dans la rue, où on n'ose plus emmener nos enfants en manif, et excusez-moi, mais ça n'est pas normal en France aujourd'hui. On a un gouvernement qui est brutal avec la parole citoyenne. Et quand je vous dis qu'il est brutal avec la parole citoyenne, je pense au carnet de doléances des Gilets jaunes dont on n'a plus entendu parler, je pense à la Convention citoyenne pour le climat qui devait être plus sportive et qui ne l'a pas été, et je pense bien évidemment, parce que je suis bien placée ici avec Olivier pour le savoir, à la brutalisation du débat parlementaire et au 10-49-3 qu'on a essuyé en à peine 6 mois de mandat. Au-delà de la brutalité, je crois qu'il y a une forme d'agacement aujourd'hui. Je ne sais pas vous, mais moi j'aime pas qu'on me prenne pour une idiote. Et j'ai l'impression que ce gouvernement, avec son enfumage, il prend les Français et les Françaises pour des idiots. Alors d'abord, c'était 1 200 € pour tous et toutes, d'accord. D'abord, c'était une réforme de justice sociale, d'accord. C'était une réforme égalitaire pour les hommes et pour les femmes, d'accord. Et puis petit à petit, ça a été évoqué par un collègue. Plus il l'explique, plus on la comprend, et plus on se rend compte de à quel point il mente. Et moi, ça me met beaucoup en colère, ça, parce que j'ai l'impression que ça fragilise la valeur qu'on accorde à la parole politique. Et ça, c'est plus possible. En fait, ça, on en a ras-le-bol. Et je crois que moi, je fais en plus partie d'une génération qui refuse ça, qui a envie de nouvelles pratiques, qui a envie de vérité, d'authenticité et d'honnêteté. Et je crois qu'avec la NUPES, c'est ce qu'on essaie de faire. Et puis, ce serait pas mal de pas trop nous prendre pour des enfants. Il y a des gens avec des enfants dans la salle. Oui. Je pense que vous l'avez tous déjà fait avec vos enfants. Le coup de 65 à 64 ans, c'est un peu comme forcer son enfant à manger des brocolis. On lui dit tu veux 5 ou 6 cuillères. En fait, quand t'aimes pas les brocolis, ça fait toujours trop de brocolis à la fin. Et ce qu'on oublie dans tout ça avec cette réforme, ce que veut nous faire oublier le gouvernement, c'est que nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'interroger la place du travail dans notre société. Et Eliane l'a très bien dit avant moi. Nous, ce qu'on prône, c'est un droit au repos, et c'est de remettre le travail à sa juste place. On ne dit pas qu'on n'aime pas le travail. On aime le travail, et on aime le travail bien fait. Mais on dit juste que le travail, il doit être à sa juste place, et il ne doit pas prendre toute la place. Parce que pour rappel, le taux d'emploi des 55-64 ans, c'est 56%. Donc si on décale l'âge de départ à la retraite, on décale pour toutes ces personnes qui sont ni en emploi, ni à la retraite, et ben on allonge en fait leur sas de précarité. Et ça va faire quoi ? Ça va faire des gens au RSA, en invalidité ou au chômage. Et ça va faire quoi ? Ça va coûter de l'argent. Donc finalement, les économies qu'ils veulent nous faire faire à gauche, on va en partie les perdre à droite. Moi, j'aime bien poser cette question. Est-ce qu'il y a des retraités dans la salle ? Levez la main. Est-ce que certains d'entre vous êtes investis dans des associations ? Est-ce que certains d'entre vous s'occupent de leurs petits-enfants gratuitement ? Ben voilà, il y en a même sur scène. Tout ça pour dire... Il y a des cheminots aussi dans la salle. Tout ça pour dire que tout ça, ça n'a pas été pris en compte. Tout ça, ça n'a pas été pris en compte par le gouvernement. Donc on voit bien que finalement, ils ont une vision très restrictive et un angle mort. Et je vais aller plus loin. Et Arash, tu en as parlé déjà. Moi, j'appartiens à la génération climat. Nous ne sommes pas aujourd'hui en capacité de garantir les conditions d'habitabilité de la planète dans 30 ans. Alors qu'est-ce qu'on vient nous parler des conditions de travail ? Pourquoi est-ce qu'on vient nous parler de retraite quand on est incapable de penser comment est-ce qu'on va adapter la retraite, la prise en compte de la pénibilité à la crise climatique ? Tout ça pour vous montrer à quel point ce gouvernement a un angle mort sur le travail. Ils sont incapables d'avoir une vraie vision, ils sont incapables de nous projeter un vrai projet de société. Et en décembre, on avait fait une agora avec François Ruffin sur le thème des retraites, et on avait recueilli des témoignages. Et moi, ce qui m'avait pas mal frappé, c'est qu'il y avait des témoignages de tous les âges, de tous les sujets dont on a parlé ce soir, mais il y avait aussi des jeunes qui disaient qu'eux, ils étaient en incapacité de se projeter sur la question de la retraite. Donc nous, ce qu'on demande, c'est est-ce que vraiment agir maintenant, la grande première bataille du gouvernement, est-ce que c'est vraiment les retraites ? Quand on a des gens qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois, quand on a des gens qui meurent de faim, quand on a des files d'étudiants dans la rue, et qu'en plus on a la crise climatique qui arrive au loin. Pour celles et ceux qui me connaissent un peu, vous savez que la question des droits des femmes me tient beaucoup à cœur.
Et ce qui me met beaucoup en colère avec ce gouvernement et avec cette réforme, c'est qu'on instrumentalise les droits des femmes pour nous faire passer la pilule. Et ça, franchement, je trouve ça inacceptable. On ne peut pas nous dire aujourd'hui que cette réforme va avancer la cause des femmes. C'est faux. C'est faux pourquoi ? Parce que les inégalités salariales aujourd'hui, c'est 22% de différence, ok, entre les femmes et les hommes. À la retraite, les inégalités de pension, c'est 40%. La retraite, c'est le miroir grossissant des inégalités tout au long de la vie. Et ce gouvernement ne fait rien pour les inégalités tout au long de la vie. On ne fait rien sur la pénibilité, comme le disait Charlène, des métiers féminins. On ne fait rien pour un véritable service public de la petite enfance. Et on ne fait rien non plus pour les inégalités salariales. Donc tout ça, c'est du pipeau. On nous ment. Et on nous ment parce qu'on va demander de travailler à celles qui ont des carrières hachées, à celles qui ont déjà du mal à partir à taux plein. Et bien c'est celles-là à qui on va demander de travailler encore plus longtemps. Ce sont les mêmes personnes qu'on a applaudi à 20h pendant des semaines. Et ça, c'est inacceptable. On ne peut pas se moquer des gens comme ça. On ne peut pas se moquer de nos premières lignes et de toutes celles et de tous ceux qui, notamment, sont dans les métiers du soin, j'y pense. Parce que les métiers du soin, ce sont des professions qui sont féminisées à combien ? À 80%. Et moi, ce que j'ai appris en travaillant sur la réforme des retraites, je ne sais pas si vous le saviez, mais l'espérance de vie d'une infirmière, elle est de 7 ans inférieure à la moyenne des femmes. Ouais. Je vous laisse digérer le chiffre, parce que 7 ans, c'est énorme. Et c'est pour toutes ces raisons qu'on doit s'opposer. Et moi, je pense notamment à Joséphine, que j'ai croisée en manif, 42 ans, aide-soignante. Bien, Joséphine, elle m'explique que son métier, elle ne sait même pas comment elle va le faire jusqu'à 60 ans à l'heure actuelle. Parce qu'en fait, elle ne peut pas le faire comme elle le veut. Elle le fait comme elle peut. Parce qu'effectivement, on a saboté l'hôpital public, on a saboté nos services publics. Et donc forcément, elle ne peut pas faire son métier correctement. Donc c'est dur, donc elle songe à se reconvertir, alors qu'elle avait une vraie passion pour son métier. Et moi, je pense à un commerçant aussi dans ma circonscription, qui m'a dit qu'il avait une femme de 65 ans qui a candidaté pour faire la plonge. En fait, à 65 ans, on a envie de prendre la vaisselle des mains à cette femme. On n'a pas envie qu'elle fasse la plonge. On a envie qu'elle s'occupe de ses petits-enfants, qu'elle soit impliquée dans une association et qu'elle profite du repos qu'elle a mérité. Alors vous sentez qu'il y a beaucoup de colère. Je crois que c'est l'humeur du moment. Mais on a été nombreux en manif. Mais il n'y avait pas tout le monde. Donc je crois que le rôle de chacun et chacune, là, vous ici présents ce soir, c'est d'aller convaincre et c'est d'aller chercher et de ramener encore plus de monde, de ramener le voisin, la grand-mère, l'oncle, la tante, le copain de fac, la copine de fac, tout ça. Parce que quand nous sommes 7 sur 10 à être opposés à cette réforme, nous sommes la majorité, nous sommes l'alternative, et à la fin, on gagne. Et j'ai l'immense joie et l'immense honneur d'introduire celle qui m'a appelée il y a quelques semaines en me disant « Eh bien, on fait un meeting ». Manon Aubry, eurodéputée de la France Insoumise. Bonjour à toutes et à tous. D'abord, moi aussi, un grand merci à toutes les petites mains dans l'ombre qui ont collé des affiches, distribué des tracts. Nous, on a la chance de venir un peu comme ça au dernier moment, sous la lumière des projecteurs, mais je sais que la politique n'existerait pas sans celles et ceux qui la font vivre au quotidien. Et donc, je voudrais vous remercier chaleureusement parce que aujourd'hui, comme demain, nous aurons besoin de vous. Merci à Cédric qui nous accueille ici à Villeurbanne, qui a peut-être été avant l'heure un laboratoire de la NUPES. Et puis, je voudrais vous remercier, vous toutes et vous tous, ici dans cette salle, d'avoir envoyé à l'Assemblée nationale plusieurs députés de la NUPES, Gabriel Amar sur cette circonscription et Marie-Charlotte Garin, des députés pour la retraite à 60 ans. Ça vaut mieux que des députés pour la retraite à 64 ans. Alors, vous avez vu, le gouvernement, ils ont fait plusieurs paris. Ils ont essayé plusieurs stratégies pour passer en force. Parce que la vérité, c'est qu'ils sont un peu isolés. Alors j'ai bien cherché, j'ai trouvé des gens qui soutiennent la retraite à 64 ans. Il y a bien
Elon Musk, la Commission européenne, le Fonds monétaire international et un petit dernier, attendez, j'ai oublié mon papier, ça vaut le coup. C'est un article du Parisien. C'est Patrick Pouyanné, le PDG de Total. Alors attendez, avant de luer, j'ai rien dit encore de ce qu'il a dit. Alors attendez, Patrick Pouyanné, j'aime bien lire les interviews de nos adversaires. Il dit « Il faut reculer l'âge de départ à la retraite, c'est une question de bon sens, il n'y a pas d'autre solution. C'est sûr qu'en gagnant 6 millions d'euros par an, lui, il a les moyens de se payer la décote qu'il veut et de partir quand il veut à la retraite. Mais la vérité, c'est que Patrick Pouyanné, il a peur d'une chose, c'est qu'on touche à ses bénéfices, à son petit pactole. Eliane l'a dit, ce chiffre mirobolant des 20 milliards d'euros de bénéfices de Total. Alors, je vous passe, dans l'interview, il dit qu'il ne sait pas ce que c'est un super profit. C'est bizarre, ça me rappelle quelqu'un, je sais pas vous. Vous avez une idée qui ? Ouais, Bruno, Ouais, c'est ça, Bruno Le Maire. Ouais. Et puis, la vérité, c'est qu'il a surtout peur qu'on touche aux 10 milliards d'euros de dividendes qu'il a prévu de verser à ses actionnaires. C'est plus ou moins le déficit qu'on annonce pour les retraites. Je dis ça, je dis rien, s'ils cherchent un peu d'argent. Et vous savez, hier, j'étais dans une matinale, alors je la nommerai pas, mais c'est un logo bleu avec une certaine Sonia. Et elle a dit, je crois qu'elle avait pris le soin d'appeler Total avant l'interview, parce qu'elle savait qu'elle m'attendait au tournant sur le sujet, et elle a dit, mais 70% des salariés de Total sont actionnaires. Et c'est d'ailleurs ce que dit mon ami Patrick dans l'interview du Parisien. Sauf que bon, il oublie de préciser la fin de la phrase. 70% sont actionnaires, ils ne touchent que 7% de dividendes, ça laisse plus de 9 milliards d'euros dans la poche des autres actionnaires. Alors je le dis à monsieur Pouyanné et à Emmanuel Macron. Ce qu'on veut, nous, c'est pas des dividendes salariés, c'est du salaire. Et plus on augmente les salaires, précisément, plus on bouche le trou des cotisations sociales. Vous voyez, pourquoi je vous parle de tout ça ? Alors oui, certains pourraient penser que j'ai un vieux contentieux avec Total. Et que j'avais passé quelques années, quand je travaillais pour l'ONG Oxfam, il y a une de mes anciennes collègues dans la salle, elle regardait chaque année leurs petits chiffres des bénéfices, des dividendes versés, aussi au passage de leurs impôts payés, parce que, en la matière quand même, j'en dis un mot, mais dans l'interview, Patrick Pouyanné annonce, comme si c'était une nouvelle historique, Total va payer des impôts. Vous imaginez, vous, si vous alliez dans un média et dire « je vais payer de la TVA », sauf que vous en payez tous les jours. Mais Total, eux, ils n'en ont pas payé les 2 dernières années et ils vont payer, tenez-vous bien, 200 millions d'impôts, soit 1% de son bénéfice, l'équivalent de 1% de son bénéfice, alors qu'ils font 25% de leur chiffre d'affaires en France. Bref, Total, la réalité, c'est qu'une grande partie de leurs bénéfices se trouve aux Pays-Bas. Alors, pourquoi les Pays-Bas, vous allez me dire soit ils ont trouvé du pétrole, découvert plein de pétrole, vous ne saviez pas qu'il y avait du pétrole aux Pays-Bas. Soit l'autre option, il y a beaucoup de gens qui prennent beaucoup la voiture aux Pays-Bas. Soit il y a une troisième option, c'est que c'est un Eldorado fiscal. Et pourquoi je vous raconte tout ça sur Total ? Parce que la question clé qui est posée derrière, c'est bien le partage de la valeur ajoutée, de ce qui est produit dans notre pays. Comment ça se fait que dans les années 80, un salarié travaillait en moyenne 1 semaine par an pour rémunérer les actionnaires, que désormais c'est 4 semaines par an. Eh bien, s'ils veulent trouver de l'argent pour financer nos retraites, je n'ai qu'une seule proposition à faire ici depuis Villeurbanne, qu'ils augmentent de 2 points dans le PIB la part des salaires et qu'ils redistribuent mieux les richesses. Et alors ces 12 milliards d'euros dont ils nous assènent du matin au soir, nous les trouverons et nous n'aurons pas besoin de travailler et de sacrifier 2 ans de vie. Alors vous le voyez, j'en reviens à la stratégie du gouvernement. Il y a eu les mensonges,
énoncée notamment par mes collègues précédemment. On nous a dit que c'était une réforme nécessaire. En réalité, c'était juste pour masquer les cadeaux aux plus riches, que tout le reste, c'était du baratin. Remarquez bien au passage que sur l'excuse qui était utilisée quand même pour refuser le repas à 1 euro au Crous, de dire que ça profiterait aux enfants des plus riches. Il y a des étudiants là dans la salle, j'imagine. Est-ce que quand vous faites la queue au Crous, vous avez croisé la fille de Bernard Arnault là, qui vous double un peu pour aller chercher une pizza à 1 euro ou à 2 euros? Pardon, mais ça dit à quel point cette réforme, elle est là juste pour masquer les cadeaux aux plus riches. Et puis, dans la liste de mensonges, ils nous ont dit « Non, mais il faut le faire parce que tout le monde le fait, toute l'Europe le fait. » C'est indispensable, je reprends les mots de Macron, quand on se compare en Europe. Alors oui, comparons-nous avec l'Europe. En Allemagne, le taux de pauvreté est 2 fois plus élevé qu'en France. Aux Pays-Bas, la part des retraités pauvres a été multipliée par 3 à mesure que l'on reculait l'âge de départ à la retraite. Et enfin, en Suède, qui inspire tant Emmanuel Macron, quand ils ont allongé l'âge de départ à la retraite, les hommes ont perdu 72% de pension, et 72% des hommes ont perdu des niveaux de pension et 92% pour les femmes. Voici le modèle qu'ils nous proposent. C'est un modèle de travailleurs, mais aussi de retraités pauvres. Alors oui, s'il y a une exception, c'est en France, nous sommes le pays européen où il y a le moins de retraités pauvres. C'est 10,1%. C'est 10,1% de trop, mais c'est ce modèle pour lequel nous nous battons. Alors, dans la liste des mensonges, il y a aussi les 1 200 euros. Vous savez, c'est un peu comme un petit contrat d'assurance. Il faut aller lire les petites lignes tout en bas. Et dans les petites lignes tout en bas, alors on nous dit qu'en fait, c'est compris une augmentation qui est comprise qu'entre 0 et 100 euros. Bref, à la fin, il y aura quand même 4 millions de retraités qui seront encore en dessous de 1 200 euros. Et on a trouvé un nouvel allié dans notre bataille. C'est un certain Franck Riester. Je sais pas vous, mais moi je l'encourage à aller sur les plateaux télé. À chaque fois qu'il prend la parole, on gagne plusieurs points contre la réforme des retraites. Et il a dit quand même, nous n'avons jamais dit que nous allions donner 1 200 euros à tout le monde. Il a dit ça hier. On a retrouvé un petit tweet, alors qui date du 22 octobre, hein, c'est pas si vieux. Pas moins de 1 200 euros, c'est notre engagement pour la pension de retraite des Français. Il suffit pas d'aller chercher bien loin. Voilà à quel point ce sont des menteurs. Les mensonges, ils ont essayé, et puis après, ils ont allé à l'étape d'après parce que vous avez vu qu'au fur et à mesure qu'ils essayaient de vous convaincre, l'opposition à la réforme des retraites gagnait. L'étape d'après, ça a été l'insulte et le mépris. Le mépris pour les AESH, par exemple, qui choisiraient de travailler le mercredi pour avoir des mercredis après-midi de libre, qui choisiraient ce métier, et qui dit à quel point ils ne savent pas ce qu'est ce métier où la plupart des femmes vivent en dessous du niveau de pauvreté, raison pour laquelle nous proposons de les titulariser. Le mépris, l'insulte. Alors, notre ami Darmanin, toujours dans les bons coups, le gauchisme bobo et la NUPES qui veulent bordéliser le pays. Et puis, on a eu Véran qui a dit il y aurait eu 700 000 personnes ou 1 million, ça ne changerait pas les choses. Pas de bol, il y en a eu 2 millions. Et puis Borne qui reproche aux oppositions d'être dans le déni. Alors, vu la force des mobilisations, je ne sais pas qui est dans le déni, mais si vous me permettez l'expression, au royaume des aveugles, je crois que les bornes sont droits. Enfin, et pour terminer là-dessus, ils ont tenté une dernière stratégie. Le mensonge, les insultes et le mépris, la dernière qui leur reste, c'est celle de la résignation. Ils nous avaient dit, personne n'ira dans la rue. Et puis, ils sont prêts à passer en force avec leur 49.3 ou le 47.1. Ça a été évoqué préalablement. Mais jamais les conditions n'ont été autant réunies et aussi favorables pour mettre en échec Emmanuel Macron. La gauche est unie, la NUPES est unie, l'unité syndicale est là. Il y a un raz-de-marée dans l'opinion populaire contre la réforme des retraites. Alors, notre mission à nous,
c'est de donner du courage aux gens. C'est de sortir de cette réunion publique où probablement vous êtes tous ici convaincus, mais c'est de s'emparer du projet de loi. Dimanche, en réunion de famille, à votre tonton, à votre oncle, à votre cousin, de droite, de gauche, à eux tous, vous allez leur dire que Emmanuel Macron a fait le pari de la résignation et que nous sommes en capacité de le mettre en échec si chacune et chacun qui s'oppose à cette réforme vient grandir les bancs des manifestations et des mobilisations dans les semaines à venir. Vous savez, notre but, c'est d'un peu de toucher les cœurs, toucher la joie. Et de ce point de vue-là, je voulais aussi saluer, on avait peut-être ici aussi à Lyon, les Rosy qui, dans les mobilisations, ont donné cet élan, cette ferveur, et qui ont elles aussi été intimidées et mises en garde à vue. Mais ce qu'on veut retrouver, c'est finalement ce sens de la solidarité. Tu en parlais tout à l'heure, Marie-Charlotte. 23 millions d'heures de garde qui sont faites par nos grands-parents. Eh bien, c'est ça que nous voulons retrouver aussi. Peut-être partir à la retraite, c'est l'occasion d'aller à la pêche, d'apprendre à danser la rumba, d'apprendre à chanter. Je chante très mal. Je me suis toujours dit qu'un jour à la retraite, si tant est que j'ai une retraite, eh bien j'apprendrai à chanter. Voilà cette société que nous voulons construire dans les pas d'Ambroise Croizat qui disait précisément que la retraite ne devait pas être l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Alors, c'est cette nouvelle étape de la vie que nous allons continuer à construire ensemble. Et puis, il s'attaque à notre droit de grève. Je voulais terminer par cet éloge de la grève de Léonard Vincent, qui disait, et je le cite, « La grève nous dépasse puisqu'elle vit depuis toujours, tapie dans nos rêves. Elle est transportée de génération en génération par la colère et la joie. Par elle, nous montrons que nous ne sommes pas une multitude, mais un nombre, et que ce nombre pourrait à l'instant, s'il le décidait, tout suspendre, tout chavirer d'un seul coup. Alors que notre nombre aujourd'hui à Villeurbanne chavire ce projet néfaste de la réforme des retraites à 64 ans. Et j'ai le plaisir ce soir, pour terminer, d'accueillir celui avec qui parfois nous avons passé quelques heures nocturnes dans ces 13 jours et 13 nuits. Je vais finir ma phrase au cas où il y a des... Il n'y aura pas de scoop ce soir. Ces 13 jours et 13 nuits qui ont été constitutives à la NUPES et dont je voudrais aussi saluer le rôle moteur joué par Olivier Faure. Chacune et chacun, quand on s'est retrouvés dans cette salle de négociation, nous n'étions pas sûrs que nous allions y arriver. Eh bien, je dois vous dire que quelques mois après cet accord historique, combien je suis fière que la NUPES marche de manière coordonnée et marche ensemble pour mener cette réforme, cette mobilisation contre la réforme des retraites et pour mener ensemble cette bataille jusqu'à la victoire et qu'Olivier Faure en fasse partie. Olivier Faure, premier secrétaire du Parti Socialiste. Bonsoir. Bonsoir Villeurbanne. Bonsoir le Rhône. Bonsoir à toutes et à tous. Et dites-vous que ce soir vous êtes très nombreux ici, mais pendant que nous nous sommes retrouvés à Villeurbanne, figurez-vous qu'à travers la France, ce sont des dizaines et des dizaines de réunions de ce type qui se tiennent en ce moment avec des parlementaires, avec des maires, avec des présidents de départements, de régions. Bref, il y a partout des gens qui, avec la nouvelle Union populaire économique sociale, se battent pour faire entendre une autre voix que celle du gouvernement.
Alors merci à celles et ceux qui ont pensé, organisé, et c'est vrai à tous ces militantes, militants qui permettent ce soir que nous nous retrouvions. Merci Cédric de nous avoir permis de nous accueillir dans cette salle, et merci à toutes et tous d'être là. Bon, beaucoup a été dit, et avec talent. Donc il me reste à vous dire ce qui n'a pas été dit, c'est-à-dire rien. Mais je vais essayer quand même. J'ai quand même quelque chose que Eliane et moi partageons, c'est le privilège de l'âge. C'est vrai, par rapport à vous, c'est indiscutable. Et ce souvenir que vous n'avez pas, c'était un souvenir d'il y a 40 ans. 40 ans pile poil. Vous n'étiez pas né, mais il y a 40 ans, eh bien, la gauche arrivait au pouvoir pour la première fois, faisait baisser de 65 ans à 60 ans l'âge de départ à la retraite. Eh bien, ce que nous sommes venus dire ici ensemble, c'est que nous ne voulons pas faire maintenant le chemin à l'envers. Nous voulons préserver ce que nous avons conquis. Nous voulons refuser cette immense régression qui nous est proposée aujourd'hui. Parce que ce projet, comme ça a été dit à l'instant par toutes celles et ceux qui m'ont précédé, ce projet n'est pas juste. Ce projet n'est pas juste et c'est très facile d'en convaincre celles et ceux que vous allez rencontrer très prochainement. Comment se fait-il que, je devrais vous dire, en fait, j'aurais dû commencer par là, j'aurais dû vous dire, je n'ai aucune raison d'être parmi vous. Pourquoi ? Parce que je ne suis pas touché du tout par la réforme proposée par Emmanuel Macron. Pourquoi ? Parce que j'ai fait des études longues, que de toute façon je ne partirai pas avant 64 ans, et que donc la réforme ne touche absolument pas mes intérêts. Je pourrais considérer que même au contraire, elle me permet de m'assurer une retraite que d'autres vont payer. Mais si moi je ne la paye pas, alors qui la paye ? Parce que c'est quand même ce que dit le texte. Il dit qu'ils veulent faire 17,7 milliards d'économies par an sur le dos des retraités futurs. Alors comment est-ce possible si ceux qui ont fait des études longues, qui ont eu les métiers les moins pénibles, qui ont été les mieux rémunérés, qui ont l'espérance de vie la plus longue, comment se fait-il que si eux ne payent pas, eh bien, ce soit miraculeusement quelque chose qui serait juste ? La vérité, vous l'avez comprise, c'est que si les gens de ma catégorie, de ma classe sociale ne payent pas, c'est que tous les autres vont payer. Et c'est effectivement ce qu'il va se passer. D'abord les femmes carrière hachée, ça a été dit. Ensuite, ce sera celles et ceux qui ont, au contraire, commencé à travailler tôt, ont eu les métiers les plus pénibles, ont eu les salaires les plus faibles, ont l'espérance de vie la plus courte. Et c'est comme ça qu'ils se rémunéreront. C'est sur eux qu'ils prendront les 17,7 milliards, parce qu'ils devront, eux, travailler plus longtemps. Et c'est ce qui est profondément injuste. Faire payer symboliquement, je dirais caricaturalement, c'est les cols bleus qui vont payer la retraite des cols blancs. Quel est le sens de cette réforme, si ce n'est de chercher à faire ce que l'on dit parfois du Robin des Bois à l'envers, prélever sur les pauvres pour donner aux riches. Mais c'est tout le problème de ce qu'ils font depuis 5 ans, effectivement. Parce qu'ils nous disent, mais vous comprenez quand même, qu'ils sont gentils à gauche là, ils nous disent, on rase gratis, vous voulez des retraites plus fortes, vous voulez travailler moins longtemps, mais il faut bien trouver de l'argent. Et c'est vrai, il faut trouver de l'argent parce qu'il y a un point sur lequel nous sommes d'accord avec le président de la République. Il n'y a pas d'argent magique. C'est vrai, pas d'argent magique. Mais la réalité, c'est que s'il manque aujourd'hui de l'argent, c'est directement leur responsabilité. Parce qu'ils ont cessé de vider les caisses eux-mêmes. Vider les caisses par la désocialisation des primes qui sont les fameuses primes Macron. Ils ont désocialisé aussi les premières heures travaillées. Faire en sorte que, même y compris pour les salaires jusqu'à 2,6 SMIC, on n'ait pas de cotisation à payer. Et donc cette perte générée, elle a évidemment un effet. C'est que quand vous dites qu'on ne paye plus de cotisation, eh bien à un moment, quand on ne paye plus de cotisation patronale, forcément, il y a un trou dans la caisse. Mais ça n'est pas fini. Pendant qu'ils demandent, en fait, de quoi parlons-nous ? On nous parle de 12 milliards d'euros par an pendant quelques années. 12 milliards pour chacun d'entre nous, on n'a jamais vu 12 milliards passer, donc on ne sait pas à quoi ça ressemble. Mais 12 milliards sur un budget de 350 milliards, c'est pas grand-chose. Et la réalité, c'est que quand on regarde les déficits, d'ailleurs qu'ils creusent eux-mêmes,
Eh bien, 12 milliards, c'est assez facile à combler. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, tout simplement, on commence par ne pas vider la caisse. Je l'ai dit. On commence aussi à ne pas commencer par, chaque année, faire en sorte que les grandes entreprises payent moins d'impôts. C'est juste la base. Parce que, tout à l'heure, Manon vous a dit tous ces super profits que l'on pourrait viser. Mais avant même de viser les super profits, on pourrait déjà commencer par ne pas supprimer cette année la contribution sur la valeur ajoutée, 8 milliards d'euros qui sont partis d'un seul coup. Mais ce n'est pas fini. Nous avions créé autrefois le Fonds de réserve des retraites. Chaque année, le Fonds de réserve des retraites, par les placements qui sont réalisés, génère 2 milliards d'euros. Mais ces 2 milliards d'euros, figurez-vous qu'ils ne partent pas sur les retraites. On les soustrait là aussi pour les renvoyer vers la CADES, peu importe. Mais enfin, disons que je vous ai donné en 15 secondes 10 milliards d'euros sur les 12 que nous cherchons, sans avoir prélevé un centime supplémentaire, sans avoir fait quoi que ce soit, simplement en prenant l'argent là où il est et où il mérite de rester. Et j'aurais pu vous parler de l'ISF et de la flat tax et évidemment des super profits qui sont réalisés et qui rendent en fait le débat que nous avons en ce moment complètement absurde et même indécent. On est en train de demander à des gens de venir payer ces 17,7 milliards alors que, année après année, le CAC 40 va de record en record. Alors, je n'ai pas les mêmes amis que Manon. Moi, je n'ai pas sympathisé encore avec M. Pouyanné. Ni avec M. Arnaud, que je ne connais pas davantage. Mais je suis prêt à faire connaissance. Je suis prêt à leur dire que, en réalité, au 5e yacht, on se lasse. Donc, au fond, ça n'a plus d'intérêt. En revanche, cet argent qu'ils accumulent, il pourrait servir. Et puisqu'ils se prétendent toujours patriotes, les meilleurs Français du monde, etc., il y a quelque chose qu'ils pourraient faire. C'est se dire que l'argent qu'ils accumulent, il pourrait servir à des œuvres utiles. Il pourrait servir non seulement à leurs salariés, mais il pourrait servir aussi à toutes les Françaises et tous les Français qui ont besoin de cet argent aujourd'hui pour maintenir un système et faire en sorte que nous puissions vivre toutes et tous mieux. Quand on évoque ces super profits, eh bien, on pourrait, évidemment, alors je sais qu'il y a peut-être alors par cette salle des gens qui défendent l'effort des libéraux. Il y a des gens qui disent, bah quand même, c'est des gens très intelligents, hein, ils font des tas de choses, grâce à eux, il y a de l'emploi qui se crée, etc. Bon, bah, c'est vrai qu'ils sont à la tête d'entreprises, de grandes entreprises, et nous ne sommes pas hostiles à l'entreprise. Nous ne sommes même pas hostiles au fait qu'il y ait des patrons. Nous sommes hostiles au fait qu'il y ait un partage de la valeur qui soit aussi inégalitaire, ce qui est très différent. Mais si je passe par là, c'est pour vous dire quoi? Hein? Ils m'ont entendu, je crois. Oui, ils m'ont entendu et me demandent en fait de cesser. Eh bien, je ne cesserai pas. Voilà. Et donc, quand ils passent année après année et qu'ils nous expliquent que quand même c'est mérité, parce que vous comprenez, ils travaillent dur. Entre le golf, le petit déjeuner à Paris, le déjeuner à Venise, et puis le dîner avec un autre milliardaire à Madrid dans la même journée avec le jet qu'on voit passer sur Twitter. Bon, on peut se dire que, en fait, oui, peut-être qu'ils travaillent, mais je réfléchis aussi à ce qu'ils avaient fait ces dernières années. Est-ce qu'il y avait eu une innovation de rupture, comme on dit? Est-ce qu'il y avait eu une forme de génie qui se soit exprimé pour que ces super profits s'accumulent? Est-ce qu'ils avaient même fait des simples gains de productivité? Est-ce qu'ils avaient réalisé quelque chose qui, finalement, permette de dire, bah oui, quand même, ils le méritent? Eh bien, non. Non, on a beau regarder, en fait, Sanofi. Sanofi, mais de quoi ont-ils... ils n'ont même pas réussi à trouver le vaccin en temps et en heure. Ça n'empêche pas qu'en fait, ils font des bénéfices gigantesques. Et pourquoi ils font des bénéfices? Tout simplement parce qu'ils ont bénéficié d'une crise sanitaire totale. Est-ce qu'ils ont trouvé un puits de pétrole en Hollande? La réponse a été donnée. Non, il n'y a pas de puits de pétrole en Hollande, pas plus en France.
même si ils ont effectivement quelques projets désastreux pour l'Afrique dans les prochaines années, pour l'instant, les bénéfices qu'ils réalisent ne sont liés à rien d'autre qu'une crise qui est une crise géopolitique, qui s'est transformée en crise énergétique et dont ils profitent honteusement. Voilà la réalité des bénéfices qui sont aujourd'hui réalisés. Ils n'ont rien produit de mieux, ils n'ont rien réalisé de mieux, ils ont simplement profité des crises. Et pendant que nous cotisons, eux super profitent. Et c'est ça que nous ne pouvons pas accepter. Et c'est la raison pour laquelle nous allons continuer à manifester. Ils veulent taxer nos vies, nous voulons taxer leurs profits. C'est simple. Et donc je vous ai dit que cette réforme n'était ni juste, qu'elle était finançable différemment, et maintenant ils nous disent que nous sommes des fainéants. Que nous soyons en fait des enfants gâtés en Europe, dans le monde. Eh bien, d'abord, la première chose que je veux revendiquer, c'est effectivement le statut de Français. Moi, je n'ai pas envie de devenir chinois, je n'ai pas envie de devenir indien, je n'ai pas envie de devenir, en fait, tous ces pays où les droits sont malheureusement très inférieurs aux nôtres. Nous nous sommes battus ici, en France, pendant plusieurs décennies, pendant plus d'un siècle, pour obtenir ce que nous avons obtenu. Ce que nous avons obtenu, nous n'avons pas volé, nous avons simplement récupéré la part qui nous revient, et donc nous n'avons aucune raison de la céder maintenant, et qu'il n'est pas possible d'accepter que partout, on nous dise toujours qu'au nom du moins 10 ans, on fera moins ici. Nous avons conquis nos libertés, nos droits, nos protections, eh bien nous les revendiquons et nous allons chercher même à les étendre, parce que c'est ça le but de la gauche, parce que nous n'avons jamais cessé d'avancer et que nous ne céderons pas. Et là, il y a vraiment deux modèles, deux visions du monde qui s'opposent. Il y a une vision qui est celle qui donne de la vie, une vision très étriquée. On nous parle en permanence de la valeur travail. Alors il faudrait adorer la valeur travail. D'abord, moi, ça me donne un peu mal au crâne parce que c'est des mauvais souvenirs. Le seul moment en France où on a adoré la valeur travail, où on l'a même mis en remplacement de notre triptyque républicain au fondement de nos écoles, eh bien, c'était le moment de l'époque de Vichy, où c'était travail, famille, patrie qui avait remplacé liberté, égalité et fraternité. Et donc, le travail n'est pas une valeur en soi. Mais nous devons donner une valeur au travail. Lui donner la juste reconnaissance, parce que chacun pourra vivre dignement de son travail. C'est ça ce que porte la gauche. Et donner sa valeur au travail, c'est permettre, dans la vie durant, d'abord des salaires qui soient des salaires dignes, parce que les salaires dignes, c'est des cotisations, et les cotisations, c'est aussi une façon de faire rentrer ce fameux salaire différé, et de faire en sorte que les déficits n'existent plus. On n'en a pas parlé beaucoup, mais pas assez en tout cas, mais il suffirait par exemple, aujourd'hui, que les femmes qui sont payées en moyenne 20% de moins que les hommes et qui touchent à la retraite 40% de moins que les hommes, eh bien il suffirait qu'elles soient payées de la même façon que les hommes pour que le trou soit entièrement bouché et que nous n'ayons pas à répondre à ces questions-là. Alors posons-nous les bonnes questions, faisons en sorte d'aller vers l'égalité salariale et là nous ne parlons plus de la même façon. Valoriser le travail, c'est aussi faire en sorte que nous ne soyons pas chaque mois, depuis quelques mois, à chaque fois en train de dévaloriser l'assurance chômage, qui serait là une espèce de truc qui serait fait pour les fainéants qui ne veulent jamais travailler et qui sont donc juste là pour profiter du système. Moi, je ne connais pas beaucoup de gens qui profitent du système, en dehors de ceux qui sont tout en haut, et qui, eux, profitent très largement du système. C'est eux les raisons fiscales, c'est eux qui optimisent fiscalement chaque année, c'est eux qui nous coûteraient 80 milliards d'euros par an, qui devraient financer nos hôpitaux publics, qui devraient financer nos écoles, les services publics, et c'est eux qui nous les volent. Alors, effectivement, je veux que nous puissions avoir une autre vision, celle que nous défendons ensemble à cette nouvelle union populaire, écologique et sociale. Ça a été abordé avant moi, mais je le fais à nouveau parce que je veux dire aussi ce que nous portons. Cette belle phrase d'Ambroise Croizat que tu as citée à l'instant, Manon, qui disait au moment où il a mis en place le régime de retraite par répartition, « Je ne veux plus que la retraite soit l'antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. »
c'est effectivement ce que nous défendons. La vie enfin pour des gens qui toute leur vie ont trimé, n'ont pas forcément détesté leur travail, ils ont fait avec dignité, avec honneur, parfois même avec enthousiasme, mais ils ont subi le contremaître, mais ils ont été au 3-8, mais ils étaient sur les chantiers par des météos, par le vent, par le froid, ils étaient dans les frigos à Rungis, ça subit des amplitudes thermiques terribles, moins 30 dans le frigo, plus 30 dehors pendant l'été. Ils ont été partout, celles et ceux qui nous ont soignés, qui nous ont éduqués, qui nous ont fait, en fait, qui ont fait notre sécurité, qui ont permis, en fait, la vie ensemble. Et tous ces gens-là, à 60 ans, ils sont déjà usés, déjà fatigués, parce que quand vous êtes carreleur, quand vous êtes sur un chantier, le dos, les genoux, les bras, quand vous êtes cheminot, quand vous avez été gazier, quand vous avez été sur les poteaux, l'hiver, l'été, quand vous avez été de ceux qui ont, par toutes les météos, été de ceux qui venaient chaque fois remplir le service dont nous avons besoin pour assurer nos entreprises, notre vie à la maison, faire en sorte que nous puissions maintenir nos loisirs, bref, faire en sorte que nous puissions vivre. Eh bien, tout simplement, ces gens-là, à un moment, oui, ils ont le droit au repos, ils ont le droit enfin à pouvoir vivre, faire le choix de leur vie, pouvoir enfin s'occuper d'eux-mêmes, pouvoir enfin s'occuper des leurs, de leurs enfants, à cette âge charnière où ils doivent s'occuper à la fois de leurs petits-enfants, parce qu'ils sont encore en bonne santé, mais aussi s'occuper de leurs parents qui ne sont pas encore décédés, qui sont souvent dépendants, faire en sorte qu'ils puissent faire vivre nos associations, parce que le travail, ça n'est pas seulement le travail rémunéré. Le travail, c'est tout ce que font tous ces bénévoles, mais qui assurent aussi un travail, qui le font avec bienveillance, qui le font et qui assurent la vie en collectivité, qui permettent, par exemple, d'alphabétiser, qui permettent, par exemple, de faire du sport, d'avoir une activité culturelle, qui permettent de vivre ensemble, qui assurent aussi le lien social, qui assurent tout simplement notre capacité dans une commune à continuer à avoir une activité et à pouvoir la faire de la manière la plus gratuite possible, et c'est eux qui l'assurent. La vie démocratique aussi. Dans ma circonscription, j'ai fait un sondage cette semaine auprès des différents maires. Je leur dis, dites-moi combien de retraités sont dans votre conseil municipal et combien sont ceux qui s'occupent de l'urbanisme, qui s'occupent de la sécurité, qui s'occupent de tous les sujets qui prennent du temps. Eh bien, ils m'ont dit, toutes et tous, c'est entre 25 et 40% du conseil municipal qui est assumé par des gens qui sont à la retraite et qui le font pour la plupart de manière bénévole. Et c'est aussi, sur ces 36 000 communes de France, une richesse incroyable. Imaginez la France sans les élus, sans les associations, sans toutes celles et ceux qui font en sorte d'assurer la solidarité intrafamiliale. Que ferions-nous? Eh bien, ce monde-là, c'est le monde dans lequel nous voulons vivre. Un monde dans lequel tout est possible, y compris la générosité, y compris l'entraide, y compris la solidarité. C'est notre façon à nous de concevoir la vie, de la faire en sorte qu'elle puisse éclore à un âge où c'est encore possible, permettre de belles histoires, effectivement, arriver à apprendre ce que l'on n'a pas pu apprendre pendant son existence. Je vous raconte l'histoire, une histoire personnelle. Il se trouve que je suis eurasien et qu'une part de ma famille est arrivée du Vietnam après la chute de Saigon. Et à ce moment-là, mes oncles, mes tantes sont arrivés et pour beaucoup d'entre eux ont été obligés d'abandonner leur métier, qui était leur métier d'origine, et arrivant en France, parlant quand même le français mais plutôt mal, et bien de prendre des métiers qui n'étaient pas du tout les leurs. J'ai une tante qui était une artiste, qui était prof, qui était destinée à être prof de dessin ou artiste elle-même, peintre, dessinatrice. Elle est devenue ouvrière dans une cartonnerie. Elle a passé sa vie entière à la chaîne, à plier des cartons toute sa vie, avec un contremaître qui la faisait suer. Et quand elle est arrivée à la retraite, elle avait tellement d'arthrose qu'elle ne pouvait même plus peindre, même plus dessiner. Eh bien, c'est pour elle, c'est pour toutes celles et ceux qui aujourd'hui ont envie enfin de vivre que je veux que nous nous battions ensemble. Et ce que je sais, c'est qu'ils comptent sur notre résignation. La seule arme qui leur reste, c'est celle-là. Faire en sorte que vous restiez demain chez vous. Que vous vous disiez, de toute façon, il y a le 49.3, il y a le 47.1, et puis de toute façon, Macron, c'est Jupiter. Quoi que nous disions, de toute façon, il passe toujours en force. C'est ça, il nous a mitratisés. Voilà ce qu'il cherche. Il nous a empoisonnés.
empoisonnés au fur et à mesure, en faisant en sorte que, mois après mois, année après année, nous n'ayons plus jamais envie de nous battre parce que, tout simplement, on aurait le sentiment qu'il nous roule dessus. Alors ne nous laissons pas rouler dessus. Battons-nous, montrons-lui que nous sommes debout et que nous ne nous résignerons pas, que nous ne lâcherons rien, ni à l'Assemblée, ni au Sénat, ni dans la rue, ni nulle part, parce que nous sommes les plus nombreux. Et qu'il faudra bien qu'un jour quelqu'un comprenne, en tout cas que nous comprenne, que quand les 3/4 des Français, quand 93% des actifs disent non, eh bien c'est non. Et que la démocratie, ça n'est pas toujours d'écraser les plus nombreux, mais c'est d'abord de les écouter, même de les entendre. Et c'est ce que nous allons faire, entendre nos voix ensemble, unis, jusqu'à la victoire. Merci Villeurbanne, merci le Rhône, faisons en sorte d'aller jusqu'au bout. Et ensemble, nous irons les faire remonter. L'esclave, debout, debout, le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons